j'aimerais que tu nous expliques en quoi la PNL par les métaprogrammes peut nous permettre de mieux connaître ses salariés. Métaprogrammes, c'est des petits moteurs. On prend beaucoup de métaphores informatiques en PNL. Hein. C'est des petits moteurs comme des petits programmes informatiques qui se déroulent, qui sont contextuels. Hein. Certains sont plus ou moins transverses, mais jamais à 100%. Mais dans le domaine professionnel, vous avez des cadres professionnels. Et vous fonctionnez d'une façon, dans un cadre ou dans un autre. Je suis quelqu'un d'extrêmement global. Et pourtant, quand je fais de la comptabilité, je deviens très détail. C'est pas que ça me pèse pas, hein, ça me pèse énormément. Mais comme dit Anthony Robbins, le sale boulot, il faut bien le faire. Et si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Donc, le sale boulot, c'est lui qui fait vivre l'entreprise aussi. Donc, si j'embauche un comptable, je préfère qu'il soit détail. J'aurais froid dans le dos avec un comptable qui serait global. Par contre, si j'embauche un commercial, je préfère qu'il soit global. Parce que sinon, ça ne va pas avancer beaucoup. Il ne va pas me faire beaucoup de ventes si ça charge sur tous les détails. Je schématise au niveau de ces deux métaprogrammes, mais il y en a beaucoup, il y en a plus d'une cinquantaine. Est-ce que vous préférez quelqu'un qui soit orienté processus ou quelqu'un qui est orienté résultat? Moi, pour le comptable, je préfère processus. Pour la production, je préfère que mon chef de production il soit résultat. Si vous mettez un chef de production qui est processus, ce qui est arrivé à un chef d'entreprise que je suivais, qui est une moyenne entreprise qui travaille dans l'aéronautique, qui venait de racheter une nouvelle usine. Il venait de racheter un concurrent qui allait très très mal, il l'avait eu à assez bas prix d'ailleurs. Et quand il est arrivé, il a fait un état des lieux. Et comme justement il était en pleine formation de PNL sur les métaprogrammes et sur la façon de recruter, il a fait passer un entretien aux principaux cadres de l'entreprise. Et il s'est aperçu que les gens qui étaient à la production n'étaient pas du tout orientés résultats. Ce qui fait qu'il s'emberlificotait dans des problématiques de mise en place de la production et de gestion complètement au niveau du processus qui était déjà lui-même en place. Et du coup, ce n'était pas très rentable comme entreprise. Donc il a fallu qu'il réévalue, ayant pris cette découverte en compte, il a réévalué chacun dans cette entreprise-là par rapport au métaprogramme. Et il a compris pourquoi cette entreprise, il l'avait rachetée aussi peu cher. Et il a dû changer beaucoup de choses, mais en mettant les bonnes personnes qui fonctionnent de la bonne façon, au bon endroit, et Dieu sait que les métaprogrammes, c'est crucial, il y en a beaucoup. Si vous mettez en commercial quelqu'un qui est trop orienté vers les autres, ou quelqu'un qui est trop orienté vers lui-même en référence interne, il ne va pas entendre le besoin de l'autre. Ou alors il va trop entendre le besoin de l'autre. Et vous allez perdre de l'argent dans un cas comme dans l'autre. Dans un cas, vous perdez de l'argent, dans l'autre, vous perdrez des ventes. Par rapport aux profils comportementaux, aujourd'hui, la mode, c'est des entreprises qui vous vendent des services avec des URL. On vous ouvre un service. Quand vous embauchez un cadre, la personne, vous lui dites, tu réponds aux questions, et puis ça vous pond un profil. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de choses? Vous avez déjà vu ce genre d'outils? En fait, derrière ces outils, il y a des mécaniques psychologiques. Bien sûr, les gens qui fabriquent ça, ils travaillent avec quoi? Ils travaillent avec des psychomodélisations et ils travaillent avec ce genre d'outils. Encore une fois, c'est très accessible. C'est des outils qui ne sont pas si compliqués que ça. Là, vous avez un exemple de grille. On en a sélectionné certains. Il y en a 80 des métaprogrammes. Là, sur la grille, il y en a une douzaine ou une quinzaine. Et en face de chaque grille, vous ne la voyez pas parce qu'on ne veut pas aujourd'hui rentrer dans le détail. Mais il y a la question qu'on pose, ou le type de question qu'on pose, et le type d'observation qu'on va faire dans la réponse de la personne qui va nous donner les informations sur est-ce qu'il est plutôt ci ou est-ce qu'il est plutôt ça. L'avantage, c'est que petit à petit, avec la pratique, on s'affranchit de la grille. La grille, c'est pour quand on sort de la formation. Et très très rapidement, on n'en a plus besoin. Je vous prends un exemple. Là, il y a relation aux autres
accord, désaccord. Il y a des gens, ils rentrent quelque part, ou plutôt, vous savez, ces gens, à chaque fois, vous parlez avec eux, ils répondent, ils commencent leur phrase par « non, non, c'est pas du tout ça », et ils vous redisent exactement ce que vous venez de dire. Ils ne sont pas méchants avec vous. Ils vous aiment bien. Il y a juste qu'ils sont désaccords. Du coup, il y a peut-être juste un mot ou une intonation dans ce que vous avez dit qui n'était pas exactement la même chose que ce qu'eux, ils avaient pensé. Donc, ils commenceront leur phrase par « non ». Alors, ça vous permet deux choses. Trouver la bonne personne et ça vous permet de travailler avec des gens comme ça. Parce qu'en fait, quand un accord vous dit non, vous entendrez quelque chose et quand un désaccord vous dit non, vous gommerez le non. Vous ne l'entendrez pas parce que vous connaissez la mécanique de la personne. Là, j'en prends un autre. Vous avez aller vers, s'éloigner d'eux. Il y a des gens, ils sont allés vers. Ils ont cette impulsion continuelle pour aller vers de nouvelles choses. On dit aller vers. S'éloigner d'eux, c'est je guide ma vie relativement à ce que je ne veux pas vivre. Prenez la pensée d'Épicure. Épicure, c'est le bonheur. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Cette définition vous donne l'orientation d'Épicure. Il est s'éloigner d'eux. S'éloigner d'eux de la souffrance. Moi, personnellement, je trouve que c'est une manière assez triste de penser le bonheur. Bon. Maintenant, vous prenez un commercial qui est s'éloigner d'eux, ça ne va pas le faire. Vous prenez un risk manager qui est aller vers, ça ne va pas le faire non plus. Parce qu'un risk manager, vous payez une personne dans votre entreprise pour identifier tout ce qui peut se passer de catastrophique. Un bon éloigné d'eux, mismatch, détail, vous avez votre homme. Ou femme, bien sûr. Donc là, avec les métaprogrammes, on peut générer une culture, bien sûr, de recrutement, mais également une culture de management. Mais d'une manière plus générale, par rapport aux salariés, et aussi par rapport au dernier axe que j'avais mentionné au début de cette réunion, vos actionnaires, pensez plus global que ça. Voilà. En fait, ça, c'est la colonne vertébrale de la programmation neurolinguistique. Est-ce que tu veux nous l'expliquer? Les trois premiers niveaux, je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises les connaissent. Donc on a environnement, comportement, capacité, les croyances et les valeurs, l'identité et le sens. Le sens ou la mission. Sur les trois premiers niveaux aujourd'hui, c'est évident pour vous, c'est évident pour toutes les entreprises modernes que c'est à ce niveau-là. Si j'ai un environnement hostile ou favorable, j'interagis dans cet environnement. Pour interagir dans cet environnement, il faut que je déploie des comportements. Et les comportements de mon entreprise, c'est à la fois sa gestion en interne, à la fois l'externe, qui est l'environnement dans lequel elle commercialise ses produits. Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle participe à cet environnement par ses comportements. Mais pour pouvoir générer ces comportements, il faut que j'ai des capacités, il faut que mes employés aient des capacités, il faut que mes managers aient des capacités. Vous savez ce qu'on dit d'une personne qui est en surcharge de travail? Une personne qui est en surcharge de travail, c'est ou quelqu'un qui a besoin de formation parce qu'il n'a pas la compétence, donc il faut lui communiquer de la compétence, ou quelqu'un qui ne sait pas déléguer, c'est encore un problème de compétence. Et ça, c'est des capacités. Ou quelqu'un qui ne fait pas son travail. Ça, c'est le plus terrible. Il y en a? Il y en a, malheureusement. Dans les trois cas, il met l'entreprise en danger. Dans les trois cas, quelqu'un qui est en surcharge met l'entreprise en danger. Mais il y a des cas où on peut corriger la chose. Y apprendre à déléguer, ça s'apprend. L'apprendre à avoir confiance, ça s'apprend aussi. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. La délégation est liée aux valeurs et aux croyances aussi. Les processus de délégation, ce n'est pas que le savoir-faire. Il y a aussi une croyance. Quelqu'un qui a une forte croyance, de toute façon, ça sera toujours moins bien fait que ce que je fais moi.
il choisira systématiquement de ne pas déléguer. C'est la problématique, c'est que jusqu'à présent dans les entreprises, ce qu'on voyait, c'était on intervenait au niveau de ces 3 niveaux-là, les 3 premiers niveaux. On a besoin de former le personnel pour qu'il soit efficace, qu'il sache faire ses tâches. Il suit des scripts, il déroule, pour la téléphonie, c'est des choses comme ça. Après, il y a les managers. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que quelqu'un est bon qu'on le promeut qu'il devient un manager. Il faut qu'il acquiert les compétences qui vont avec le manager. Dans le temps, les compétences qu'on avait pour le manager, c'était de donner des ordres, d'essayer de cadrer des choses et de donner des ordres. Aujourd'hui, il faut savoir négocier. On a du personnel qui a déjà, lui, de la valeur ajoutée. C'est pas du Pékin. Et ce personnel-là, il faut le valoriser, il faut utiliser sa valeur, utiliser sa créativité, utiliser ses fonctionnements au profit du manager et au profit de l'entreprise et au profit du salarié lui-même. Et pour ça, il faut changer nos valeurs, il faut changer nos croyances souvent. On arrive des fois dans des cadres d'entreprise qui sont très à l'ancienne, où la structure est une structure très patriarcale, je dirais, mais au sens figé du patriarcat. Et là, on est dans des sociétés qui sont très évolutives, avec des gens en face, quand vous recrutez des ingénieurs, vous avez des gens en face qui arrivent avec une compétence, une autonomie, qui souvent ont été formés aux États-Unis ou ailleurs, et qui arrivent avec une vision du monde complètement différente dans les entreprises. Est-ce que c'est à eux de rentrer dans la case? Oui, en partie. Mais est-ce que c'est à vous de vous adapter pour tirer mieux cette compétence-là? Et là, vous pouvez être bloqué par votre système de croyance. Et là, le travail aujourd'hui, de plus en plus, se fait sur le système de croyance, sur l'identité. Alors, les entreprises essaient d'avoir une image d'identité. Je dirais que c'est du marketing. Ce qui est important au niveau de l'identité, c'est là où on se retrouve, la part où on se retrouve tous, bien qu'on soit tous différents. L'identité d'une entreprise, c'est votre identité à vous, c'est un jeu. Vous parlez en disant « je ». En PNL, on appelle ça une nominalisation. Le fait de dire « je » fige l'identité. C'est la nominalisation ultime. Vous savez, c'est un peu comme à la télé, ils parlent de la communication. Vous avez des gens qui disent « la communication ne fonctionne pas dans ce groupe ». Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à quelqu'un qui parle en ces termes-là, la communication? Il n'y a plus rien à faire, c'est une chape de plomb. Par contre, si vous définissez où ça coince et que vous êtes dans le factuel, telle personne ne communique pas avec telle personne, et encore ne communique pas tout le temps. Et vous définissez un point où vous pouvez intervenir. Là, les choses sont mobiles. Donc la communication, c'est une illusion. C'est des processus, par contre, qui sont vivants. L'identité de l'entreprise, c'est une vivance, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, dans laquelle tout le monde se retrouve en partie, pas totalement, où on a des valeurs, des choses communes dans cette identité, mais où on est fier de porter cette identité de l'entreprise, parce qu'on s'y retrouve en partie. Mais si on affiche comme une nominalisation, c'est une erreur. D'une génération à l'autre, d'une dizaine d'années à l'autre, l'entreprise va porter des identités légèrement différentes pour s'adapter à son marché aussi. Ah, d'accord. Merci. Remarquez, il y a de la place de... Ouais. Maintenant, pour revenir à l'identité. Ouais. Vous voulez vraiment que je parle dans le micro? Donc, la question que je me pose, cette réflexion de l'identité, ok, l'identité existe, c'est un sujet dans l'entreprise. Mais comment on a moyen de l'adresser et surtout avec qui on peut adresser ça dans l'entreprise? C'est un vrai questionnement. Oui, je pense que le niveau de l'identité, il doit être ressenti par tout le monde. Mais la priorité, c'est peut-être les fondateurs, c'est peut-être les gens qui dirigent cette entreprise, qui savent ce qu'ils y ont mis, et c'est les associés. Les partenaires associés de l'entreprise, qui définissent quelle est pour eux cette identité de l'entreprise, qui définissent ce qui est pour eux, et si eux, c'est clair dans leur vision de la chose, pouvoir faire redescendre et partager une partie des valeurs et de l'identité de l'entreprise, jamais totalement. Et chacun va y porter sa propre identité. C'est mon entreprise. Et ça, c'est l'idéal. C'est quand vous arrivez à ce que vos salariés considèrent que c'est mon entreprise.
Et même si sa vision n'est pas exactement la même que celui d'à côté. Sur ce sujet-là, il m'est arrivé d'intervenir. Trop rarement à mon goût, parce que justement, combien de chefs d'entreprise se posent la question sur pourquoi je fais ça? Ou en quoi, moi, actionnaire principal de la société, ok, je veux gagner de l'argent, très bien. Mais en fait, il y a un moment où ça ne s'arrête pas là. J'ai rencontré 2 associés et je suis arrivé à leur vendre une prestation où j'allais leur faire définir leurs objectifs. Objectifs pas en termes de vente, mais vous voulez travailler sur la culture de votre entreprise, sur les valeurs de votre entreprise, mais vous, en fait, votre mission personnelle. Un directeur commercial, il va avoir son entretien annuel avec le directeur général qui va lui donner ses objectifs. Ou en tout cas, ensemble, ils vont réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être les bons objectifs. Mais celui qui est tout en haut de la pyramide, qui est-ce qu'il rencontre? Où est-ce qu'il fait ce travail? Où est-ce qu'il fait ce travail où il définit pourquoi je fais ça? Surtout quand on se retrouve dans des entreprises où vous avez 2 générations qui sont à la tête de la société. Ou plutôt, il y a une génération qui a toujours les rênes et qui est en train de dire à la génération suivante, vas-y, prends les rênes, vas-y, je te les donne, vas-y, je te les donne. Mais enfin, j'en garde quand même une petite parce que... Et quand on est devant ces problématiques-là, comment on adresse ce sujet-là? Si ce n'est pas par l'identité et par la mission. Parce qu'en fait, c'est ça, au fond. En France, en ce moment, on se retrouve dans une phase où énormément d'entreprises sont en phase de transmission. Parce que ça y est, la génération des baby-boomers n'est plus en âge de pouvoir garder le patrimoine industriel dans ses mains. Ils ont tenu encore longtemps. Moi, je suis la génération en dessous. Hein. C'est pour ça que on pousse, on tire. Mais on regarde sur le plan politique, sur le plan des entreprises, tout appartient aux baby-boomers, une grande partie. Et il y a une énorme transition qui est en train d'avoir lieu. Et là, on se retrouve devant un vrai sujet de valeur et d'identité. Donc vous voyez, cette dernière illustration, pour vous montrer comment on peut prendre la PNL au ras des pâquerettes, c'est-à-dire du comportemental, de la technique d'influence en commerce ou en négociation fournisseur, et aller de là vers tout le comportement dans l'entreprise, les capacités, les valeurs de la société, et aller jusqu'en haut. Maintenant, ça, ce n'est pas un produit packagé. C'est, je dirais, quand on parle de la PNL, c'est à la fois des outils et une philosophie associée à ça. Un état d'esprit. Un état d'esprit. Alors, si je devais conclure sur cette partie-là, avant de vous laisser la parole et qu'on réponde à quelques questions. En fait, au début, je vous disais, nous, on a envie de former tout le monde à la PNL. Maintenant, pourquoi avez-vous envie de vous former à la PNL? Pourquoi faire là-dedans? Quel est le niveau d'ambition que vous pouvez vous fixer là-dedans? Parce qu'en fait, la boîte à outils offre tout ça.